Bonjour, principal. Que le spectacle commence. La clé à molette, glissante de graisse, m'a échappé et a résonné contre le sol en béton de l'atelier automobile de Patterson. J'étais penché sous le capot d'une Chevy délabrée depuis 3 heures, mais mes pensées vagabondaient ailleurs. Elles étaient consumées par un commentaire que ma fille de 15 ans avait fait au dîner la veille au soir. Dave, prétendait-elle, comprenait les femmes mieux que n'importe quel homme vivant, d'après Shakespeare. Dave. Pas Monsieur Devon. Dave. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon maculé d'huile et j'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 4h30. Tracy allait bientôt récupérer Ellie à l'école, probablement en faisant un détour par l'épicerie après. La même routine se déroulait depuis 6 mois. La même routine était en place depuis qu'elle avait commencé à assurer l'intérim du poste d'administratrice à Riverside High. La terre appelle Danny, a crié Tony de l'autre côté du garage. Tu vas réparer cette Chevy ou simplement la contempler? Danny? Danny Sullivan. 38 ans, marié depuis 16 ans, et père d'une fille brillante qui, apparemment, appelait son professeur d'anglais par son prénom. J'ai été Danny le mécanicien pendant la plus grande partie de ma vie adulte, heureux de travailler de mes mains pendant que ma femme gravissait les échelons sociaux, une réunion de l'association de parents d'élèves à la fois. Je réfléchis, simplement, ai-je répondu. Une habitude dangereuse. Tony a gloussé, son accent bostonien prononcé tranchant dans le ronronnement du pont élévateur hydraulique. Surtout pour les hommes mariés. Si seulement il était au courant de la vérité. Ce soir-là, j'étais assis à notre table de cuisine, feignant de m'intéresser à la rubrique sportive pendant que Tracy préparait le dîner. Elle fredonnait une mélodie inconnue, se déplaçant dans notre modeste cuisine comme si elle possédait le monde. Ses cheveux au burn étaient rassemblés en une queue de cheval, et elle portait la robe bleue qu'elle avait acquise pour la collecte de fonds de l'école le mois précédent. « Comment s'est passée ta journée ?» ai-je demandé, m'efforçant d'adopter un ton décontracté. « Bien. Occupé. Le chaos administratif habituel. » Elle n'a pas levé les yeux de la cuisinière. Monsieur Devon avait besoin d'aide pour organiser la salle des accessoires du club de théâtre. Certains de ses enfants sont si créatifs, Monsieur Devon, pas Dave. Ellie a fait irruption dans la cuisine, son sac à dos sur l'épaule, ses cheveux foncés, ressemblant aux miens, tombant sur son visage. « Salut, ma puce », je l'ai saluée. « Comment s'est passée l'école ?»« Bien. Dave nous a donné ce projet incroyable sur les héros tragiques. Je vais incarner Lady Macbeth. » Ses yeux brillaient en parlant. Le dos de Tracy s'est raidi, presque imperceptiblement. Presque. « C'est Monsieur Devon, ma chérie, » a corrigé Tracy, sans se retourner. Bien sûr. Désolé, Monsieur Devon, mais Ellie m'a fait un clin d'œil en prononçant le nom. Cette nuit-là, après que Tracy se soit endormie, je suis resté éveillé, à regarder le plafond. Notre chambre me paraissait étrangement plus petite, comme si les murs se rapprochaient. La respiration de Tracy était régulière à côté de moi, mais quelque chose ne tournait pas rond. Mal. Je me suis glissé hors du lit et je suis descendu à pas feutrés à mon atelier au sous-sol. Ce n'était pas grand-chose, juste un coin où je rangeais mes outils et un petit bureau où j'esquissais occasionnellement des réparations de moteurs, mais c'était mon sanctuaire. J'ai récupéré un carnet et j'ai commencé à écrire, non pas sur les moteurs ou les réparations, mais sur les détails subtils que j'avais observés au cours des mois précédents. Le nouveau parfum de Tracy, la fréquence à laquelle elle vérifiait son téléphone, et le fait qu'elle avait commencé à travailler tard 3 soirs par semaine. Et maintenant, Ellie appelait son professeur, Dave. 3 jours plus tard, Tracy a oublié son téléphone. Elle s'était précipitée ce matin-là, en retard pour une réunion avec le directeur, et l'avait laissé en charge sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai regardé en buvant mon café, sachant que je devrais résister, mais incapable de me retenir. L'écran s'est illuminé avec un SMS. Merci pour hier soir. Tu es incroyable. Xo, l'expéditeur, Monsieur Devon. Ma tasse de café a heurté le sol et s'est brisée. Un liquide brun s'est répandu sur notre carrelage blanc comme du sang versé. Je suis resté là, immobile, à fixer ces mots jusqu'à ce que l'écran s'éteigne à nouveau. Merci pour hier soir. Les mains tremblantes, j'ai nettoyé le désordre, déposé les éclats brisés à la poubelle et suis parti travailler. Cependant, je ne pouvais pas me concentrer. Chaque voiture qui entrait dans l'atelier me paraissait identique. Chaque client avait l'air de parler sous l'eau.
Tu as une mine affreuse, a fait remarquer Tony vers midi. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai failli tout avouer. Les mots étaient prêts, sur le point d'exploser. Pourtant, quelque chose m'a retenu. Peut-être la fierté, peut-être l'espoir que je me trompais. Juste fatigué, ai-je dit. Ce soir-là, je me suis renseigné sur la réunion de Tracy. Elle s'est bien passée, a-t-elle répondu, sans lever les yeux de son ordinateur portable. Nous préparons le bal d'hiver. Monsieur Devon a des idées intéressantes pour les décorations. Je parie qu'il en a. Elle m'a regardé alors, quelque chose clignotant sur son visage. Culpabilité? Peur? Cela a disparu trop rapidement pour pouvoir le discerner. J'ai laissé mon téléphone ici ce matin, a-t-elle déclaré. Quelqu'un n'a-t-il appelé? Je ne saurais pas. J'étais au travail. C'est vrai. Bien sûr. Plus tard ce soir-là, j'ai observé Tracy faire défiler ses messages, son pouce glissant rapidement sur l'écran. Suppression. J'ai compris qu'elle effaçait des messages. La réunion parents-professeurs était prévue le jeudi à 7 heures du soir. Tracy avait suggéré que nous y allions ensemble, mais je l'ai informée que je la rejoindrais là-bas. Elle a semblé soulagée. Je suis arrivé en avance et j'ai erré dans les couloirs de Riverside High, devant les vitrines à trophées et les panneaux d'affichage ornés de travaux d'élèves. L'école exhalait un parfum de désinfectant et d'anxiété adolescente. Une sensation familière de mes propres années de lycée, 20 ans auparavant. J'ai localisé Tracy dans le couloir d'anglais, debout devant la salle 237. Elle n'était pas seule. Monsieur Devon était grand et mince, probablement de mon âge mais mieux conservé, avec des cheveux blond sable présentant juste assez de gris aux tempes pour projeter un air de distinction. Il portait un blazer bleu marine sur un jean foncé, le genre de tenue décontractée mais professionnelle qui proclamait « Je suis créatif, mais responsable ». Ils étaient debout proches l'un de l'autre, trop proches pour une conversation professionnelle. La main de Tracy reposait sur son avant-bras, et ils riaient tous les deux de quelque chose qu'il avait dit. En remarquant mon approche, ils se sont séparés comme des adolescents pris en flagrant délit d'embrassade. Danny. La voix de Tracy était excessivement vive, excessivement joyeuse. Voici Monsieur Devon, le professeur d'anglais d'Ellie. Michael. Voici mon mari, Michael. Devon a tendu la main, et je l'ai serrée. Sa poigne était ferme, assurée, la poigne d'un homme qui se croyait victorieux. Enchanté de vous rencontrer, Danny. Votre fille est exceptionnelle, vraiment douée. Elle tient ça de sa mère, ai-je rétorqué, observant le visage de Tracy. Elle a rougi. La réunion fut banale. Ellie réussissait bien, participait en classe et démontrait un réel potentiel en tant qu'écrivain. Devon parlait d'elle avec un enthousiasme qui semblait sincère, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'image de la main de Tracy sur son bras. Alors que nous nous apprêtions à partir, Devon nous a arrêtés. En fait, Danny, je suis ravi de vous avoir attrapé. Nous organisons une kermesse scolaire le mois prochain, et nous pourrions utiliser des volontaires. Y aurait-il une chance que vous soyez intéressé à aider? J'ai jeté un coup d'œil à Tracy. Elle semblait appréhensive. J'en serais ravi, ai-je répondu. Ce week-end-là, j'ai informé Tracy que j'allais pêcher avec Tony. Au lieu de cela, je me suis rendu à la bibliothèque municipale et j'ai découvert un coin isolé au sous-sol. J'avais besoin de temps pour réfléchir, loin de la maison, loin d'elle. J'ai compilé une liste de tout ce que je savais. Le texto, Ellie l'appelant d'Ève, Tracy travaillant tard, leur comportement à l'école, les nouvelles habitudes de Tracy. Ce n'était pas une preuve concluante, mais c'était suffisant. Ma femme entretenait une liaison avec le professeur d'anglais de ma fille. La question était de savoir quelles mesures j'allais prendre. Je pouvais les confronter directement, mais cela ne ferait que les pousser à se cacher. Je pouvais demander le divorce, mais Tracy recevrait la moitié de tout, voire plus. Elle obtiendrait probablement la garde d'Ellie, également. Et ensuite? Ma fille serait élevée par une adultère et son amant? Non, si Tracy voulait jouer à des jeux, je lui rendrais l'appareil. Cependant, je jouerais pour gagner. J'ai consacré le reste de ce dimanche à la bibliothèque, à faire des recherches sur le droit du divorce et les modalités de garde. J'ai appris l'existence de la collecte de preuves, des détectives privés et de la distinction entre le divorce pour faute et le divorce sans faute. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais formulé la genèse d'un plan. Le lundi matin,
je me suis mis en arrêt maladie et je me suis rendu dans un magasin d'électronique de l'autre côté de la ville. J'ai acheté un petit enregistreur numérique, le type utilisé par les journalistes pour les interviews, et une caméra à détection de mouvement conçue pour la photographie de la faune. L'enregistreur a été placé dans la voiture de Tracy, dissimulé sous le siège du conducteur et fixé avec du ruban adhésif magnétique. La caméra a nécessité plus de délibération. J'ai finalement décidé de la monter à l'intérieur d'une vieille boîte à outils que je gardais dans le garage, orientée pour capturer l'allée et la façade de la maison. Cet après-midi-là, je me suis porté volontaire pour aider à la préparation de la kermesse scolaire. L'événement était encore à 3 semaines, mais ils avaient besoin de personnes pour organiser les fournitures et se coordonner avec les vendeurs. J'ai travaillé aux côtés d'autres parents et enseignants, en gardant un profil bas et en tendant l'oreille. Il ne m'a pas fallu longtemps pour me familiariser avec le réseau de commérage de l'école. Madame Peterson, du département de mathématiques, y travaillait depuis 30 ans et connaissait les affaires de tout le monde. Ce monsieur Devon est un sacré charmeur, a-t-elle fait remarquer alors que nous trions des cartons de décoration. Toutes les mères l'adorent. Il a l'air d'être un bon professeur, ai-je dit prudemment. Oh, il l'est. Mais il a connu quelques difficultés. Son ex-femme, Cheryl, travaillait ici comme conseillère. Ils ont vécu un divorce difficile il y a environ 2 ans. Des accusations ont volé dans les deux sens, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne voyais pas, mais j'ai quand même hoché la tête. Elle habite toujours en ville, continua Madame Peterson. Elle travaille au centre communautaire maintenant. La pauvre, elle ne s'en est jamais remise. Ce soir-là, j'ai trouvé l'adresse de Cheryl Devon dans l'annuaire téléphonique. Cheryl Devon habitait un petit immeuble d'appartements dans le quartier le moins coté de la ville. Quand elle a ouvert la porte, j'ai compris pourquoi Michael était passé à autre chose. Elle était maigre à en être émaciée, avec des cheveux prématurément gris et des yeux fatigués. Madame Devon, je suis Danny Sullivan. Ma fille est au lycée Riverside. Si c'est au sujet de Michael, je ne suis pas intéressée, dit-elle, commençant à refermer la porte. En fait, il s'agit bien de Michael, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. J'ai des raisons de croire que ma femme a une liaison avec votre ex-mari. J'espérais que vous seriez disposé à m'aider à le prouver. L'expression de Cheryl est passée de la suspicion à quelque chose qui ressemblait à un intérêt prédateur. Entrez, dit-elle. Son appartement était petit mais propre, décoré avec le genre de poster de motivation que l'on trouve dans les cabinets de conseil. Elle a préparé du café pendant que je lui racontais mes découvertes. Ça me rappelle quelque chose, remarqua-t-elle quand j'eus fini. Michael fonctionne selon un schéma reconnaissable. Il s'attaque aux femmes mariées, généralement celles qui se sentent négligées ou sous-estimées. Il cultive chez elles le sentiment d'être spéciales et intellectuelles, comme si elles étaient les seules capables de le comprendre vraiment. Combien de temps a duré votre mariage ? 12 ans. Mais il a été infidèle pendant au moins 5 de ces années, probablement même plus. J'étais simplement trop naïf pour m'en rendre compte. Qu'est-ce qui vous a finalement révélé la vérité ? Cheryl esquissa un sourire, dépourvu de toute joie véritable. J'ai découvert des lettres d'amour, de nombreuses lettres, écrites par différentes femmes au fil des années. Il les gardait comme des trophées. Cet homme a un ego de la taille du Texas. Les avez-vous encore ? Certaines. Pourquoi ? Parce que je soupçonne ma femme de lui avoir écrit des lettres similaires. Et si c'est le cas, cela servirait de preuve de l'adultère. Cheryl se renversa dans sa chaise, m'examinant avec un intérêt renouvelé. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement, Danny ? Je prévois de reprendre ma vie en main. La kermesse du lycée Riverside a eu lieu un samedi d'octobre frais et ensoleillé. Le parking avait été transformé en un réseau complexe de stands de jeux, de food trucs et de manèges. Je m'étais porté volontaire pour gérer le stand du plongeon, ce qui me donnait un point de vue idéal sur l'entrée principale et la plupart des activités. Tracy était arrivée tôt, accompagnée des autres bénévoles de l'association de parents d'élèves. Elle portait un jean et un pull rouge qui mettaient en valeur les reflets de ses cheveux. Elle paraissait radieuse, et pendant un bref instant, j'ai ressenti la douleur familière de désirer quelqu'un qui ne me rendait plus mon affection. Michael Devon supervisait le jeu des anneaux un peu plus loin. Il avait retroussé les manches de sa chemise en flanelle et noué un bandana autour de son cou, ressemblant à un cow-boy moderne. Un groupe d'adolescentes gloussait à ses blagues tandis que leur mère observait avec une appréciation évidente. J'étais en train de remettre en place les cibles quand je les ai vus, Tracy et Michael,
quittaient discrètement leurs stands respectifs et se dirigeaient vers le bâtiment de l'école. Ils se déplaçaient avec désinvolture, indépendamment, mais je pouvais discerner l'intention dans leur langage corporel. J'ai attendu 5 minutes, puis j'ai informé Madame Peterson que j'avais besoin d'aller aux toilettes. L'école était en grande partie plongée dans l'obscurité, seule la lumière de secours projetant de longues ombres dans les couloirs. J'ai suivi le son des voix jusqu'au gymnase, où les portes étaient entr'ouvertes. Ils étaient à l'intérieur, seuls, soi-disant en train de disposer des chaises pour l'assemblée de lundi. Du moins, c'est ce qu'ils auraient affirmé si on les avait interrogés. Mais ils n'étaient pas en train de disposer des chaises. Tracy était enlacée dans les bras de Michael, la tête inclinée en arrière pendant qu'il lui embrassait le cou. Ses mains étaient emmêlées dans ses cheveux, et elle émettait des petits sons doux qui évoquaient des souvenirs de nos premières années ensemble. Je suis resté là pendant peut-être 30 secondes, assistant à la mort de mon mariage en temps réel. Puis, je me suis retiré, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. J'avais ce dont j'avais besoin. Maintenant, il me restait à déterminer comment l'utiliser. Le petit enregistreur numérique était resté dans la voiture de Tracy pendant 2 semaines quand elle a fini par me fournir quelque chose de valeur. C'était un mardi soir, et elle m'avait dit qu'elle resterait tard pour une réunion budgétaire. J'étais dans mon atelier quand j'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée à 10h30 du soir, considérablement plus tard que d'habitude pour une réunion budgétaire. Le lendemain matin, après son départ au travail, j'ai récupéré l'enregistreur et je l'ai transporté dans mon atelier. Je l'ai branché à ma vieille chaîne stéréo et j'ai lancé la lecture. La majeure partie était constituée de bruits de la route et de parasites radio, mais à partir de 8h15 du soir environ, des voix ont émergé. Voix de Tracy, es-tu certain que c'est acceptable? Voix de Michael, fais-moi confiance, personne ne s'aventure ici après 6 heures. Bruit de portière de voiture qui se referme. Bruit de pas sur du gravier. Tracy, je me sens mal pour Danny. Il est si distant ces derniers temps. Michael, il ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Contrairement à moi, Tracy. Mais Ellie l'adore. Si jamais il découvrait. Michael, il ne découvrira rien. Nous sommes prudents. Tracy, je sais. Mais parfois, je pense qu'il soupçonne quelque chose. La façon dont il me regarde. Michael, Danny Sullivan répare des voitures, Tracy. Ce n'est pas un maître détective. Continue de faire ce que tu fais, et tout ira bien. Les voix s'éloignèrent à mesure qu'il s'éloignait de la voiture. Je restais assis dans mon atelier, les yeux rivés sur l'enregistreur, tandis qu'une sensation de froid s'installait dans ma poitrine. Danny Sullivan répare des voitures. Je contactai Michael Devon à l'école le lendemain. Monsieur Devon, ici Danny Sullivan, le père d'Ellie. Je me demandais si nous pouvions nous rencontrer quelque part pour discuter de l'avenir d'Ellie. Un silence suivit. Bien sûr. Tout va bien? Tout va bien. Je pense juste qu'il serait bénéfique pour nous de discuter de ses perspectives d'études supérieures. Tracy accorde une grande importance à votre opinion. Un autre silence, plus long cette fois. Je serais ravi de vous aider. Quand seriez-vous disponible? Que diriez-vous de samedi après-midi? Je connais un endroit isolé où nous pourrons discuter sans être interrompus. Cela me paraît parfait. L'endroit que j'avais en tête était un entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville. J'y avais brièvement travaillé il y a environ 5 ans, avant que l'entreprise ne fasse faillite et n'abandonne le bâtiment. Il était isolé, discret et possédait une excellente acoustique. Je consacrais le reste de la semaine à la préparation. Je changeais chaque jour de place de parking pour mon camion, et je prenais des photos de la voiture de Tracy à différents endroits de la ville. Je synchronisais les heures et les dates, construisant ainsi une chronologie de ses tromperies. Le vendredi soir, Tracy annonça qu'elle sortait avec des amis du travail. « Soirée entre filles », dit-elle en embrassant ma joue. « Ne m'attends pas. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai suivie jusqu'à un restaurant de l'autre côté de la ville où elle a retrouvé Michael Devon pour dîner. Ils étaient assis dans une banquette d'angle, se tenant la main au-dessus de la table comme des adolescents. Je les ai photographiés depuis mon camion sur le parking, en utilisant le téléobjectif que j'avais emprunté au matériel photo de Tony. Tout s'emboîtait. Le samedi s'est levé gris et froid, avec la menace imminente de la pluie. Je suis arrivé tôt à l'entrepôt, garant mon camion derrière le bâtiment, où il serait dissimulé de la route. L'intérieur était largement vide,
constitué uniquement de sol en béton et de poutres en acier s'étendant jusqu'à un toit en tôle ondulée. Des pigeons nichaient dans les chevrons, et leurs excréments recouvraient tout d'une couche de poussière blanche. J'avais apporté des chaises pliantes et les avais disposées au centre de l'espace, à environ 3 mètres l'une de l'autre, suffisamment éloignées pour la conversation, mais suffisamment proches pour la confrontation. Michael arriva ponctuellement à 14 heures, conduisant sa Honda Accord argentée. Il jeta des regards nerveux autour de lui en sortant de la voiture, se demandant probablement pourquoi j'avais choisi un endroit aussi inhabituel pour une réunion. Danny. Sa voix résonna dans l'espace vide alors qu'il traversait l'entrée que j'avais laissée entr'ouverte. Par ici, l'appelai-je. Il s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol en béton. Il était vêtu de façon décontractée, en pantalon kaki et polo, mais il semblait mal à l'aise. Choix de lieu intéressant, remarqua-t-il en s'installant sur la chaise en face de moi. Je préfère l'intimité pour discuter de sujets importants. En effet. Alors, au sujet des perspectives d'études supérieures d'Ellie. Parlons d'abord de Tracy. La couleur quitta son visage. Pardon? Ma femme, Tracy. Je crois que vous la connaissez assez bien. Michael commença à se lever. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Rasseyez-vous, Michael. Quelque chose dans mon ton le figea. Il scruta l'entrepôt, calculant probablement les distances jusqu'aux sorties. Puis, il reprit sa place. Je suis au courant de votre liaison, déclarai-je calmement. Je suis au courant depuis des semaines. Danny, je peux expliquer. Merci pour hier soir. Tu es incroyable. Je sortis mon téléphone et affichai une capture d'écran de son message texte. Voulez-vous expliquer ça? Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Ou que diriez-vous de ça? Je diffusai l'enregistrement audio de la voiture de Tracy. Sa propre voix résonna dans tout l'entrepôt. Danny Sullivan répare des voitures, Tracy. Ce n'est pas un maître détective. Vous nous avez enregistré? Sa voix se brisa sur le dernier mot. Je vous ai documenté. Il y a une différence. Michael se releva, et cette fois je lui permis de le faire. Il fit les 100 pas jusqu'au bord de notre espace de conversation improvisé, passant ses mains dans ses cheveux. Écoute, Danny, je suis désolé. C'est juste arrivé. Nous n'avions rien prévu. Baliverne. C'est vrai. Tracy se sentait négligée, dépréciée. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Alors vous avez décidé de lui parler avec votre bite? Il a tressailli. Ce n'est pas comme ça. Alors, c'est comment, Michael? Éclaire-moi. On tient l'un à l'autre. Nous avons une connexion. Tu ne comprendrais pas, j'ai ri, et le son a résonné contre les murs de l'entrepôt. Une connexion? C'est comme ça que tu appelles le fait de baiser la femme d'un autre sur la banquette arrière de sa Camry? Nous n'avons jamais. Il s'est interrompu, réalisant qu'il était sur le point d'admettre quelque chose de pire. Jamais quoi? Était dans sa voiture, car j'ai des photos qui prouvent le contraire. Ou voulais-tu dire que vous n'avez jamais eu d'intimité? Parce que j'ai des enregistrements qui suggèrent que tu mens aussi là-dessus. Le visage de Michael est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. Tu as joué avec ma vie, mon mariage, le respect que ma fille a pour son père. Tu te croyais tellement plus intelligent que le mécanicien. Mais voilà le truc avec les mécaniciens, Michael. Nous comprenons comment les choses fonctionnent. Et quand quelque chose est cassé, nous le réparons. Tu me menaces? J'explique la situation. Je me suis levé et me suis approché d'un établi que j'avais installé près du mur. Il y avait dessus plusieurs dossiers manilles, soigneusement rangés. Dossier numéro 1, ai-je dit en sélectionnant le premier. Photos de toi et Tracy dans différents endroits de la ville. Des restaurants, le parking de l'école, ce petit motel sur la route 9. Le visage de Michael est devenu blanc comme un linge. Dossier numéro 2. Enregistrements audio de la voiture de Tracy. Des conversations très intéressantes sur la stupidité de son mari. Danny, s'il te plaît. Dossier numéro 3. Copie des SMS récupérés du téléphone de Tracy. J'ai réussi à récupérer les fichiers de sauvegarde de son stockage cloud. Savais-tu qu'elle enregistre tout? Je suis retourné là où il se tenait, portant les 3 dossiers. Et dossier numéro 4, des lettres d'amour.
Michael a même reculé d'un pas. Comment as-tu? Ton ex-femme, Cheryl, a été très utile. Il s'avère que Tracy n'est pas la première femme mariée que tu as séduite. Mais elle pourrait être la dernière. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai posé les dossiers sur ma chaise et les observé pendant un long moment. J'ai l'intention de démanteler ta vie, Michael, de la même manière que tu as anéanti la mienne. Je vais démissionner. Je vais quitter cette ville. Peu importe ce que tu choisis de faire, car il est bien trop tard. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Observe ceci. C'est une diffusion en direct. Tout ce que nous avons dit au cours des 10 dernières minutes a été diffusé à un public très restreint, mais néanmoins sélectionné. Et qui compose ce public? Ton directeur, le président du conseil scolaire, le chef de l'association parents-professeurs et, mon préféré, le journaliste spécialisé dans l'éducation du journal local. Michael s'est jeté sur moi, mais j'avais anticipé une telle action. Il était plus grand, mais j'étais plus fort, une conséquence de 16 années consacrées au travail manuel. J'ai saisi son poignet et effectué une torsion, le faisant s'étaler sur le sol en béton. L'aspect fondamental de l'adultère, Michael, ne réside pas seulement dans l'acte physique lui-même, mais plutôt dans le mensonge et la trahison qui y sont associés. Il s'agit de s'approprier quelque chose qui ne t'appartient pas, je me suis tenu au-dessus de lui alors qu'il tentait de se relever. Tu as volé ma femme. Tu as empoisonné la perception que ma fille a de moi. Tu as engendré en moi un doute omniprésent quant à tout ce que je croyais comprendre de ma propre existence. Je suis contrit, a-t-il murmuré. Tu n'es pas contrit, tu es simplement désolé d'avoir été pris. Il y a une profonde distinction. Je suis retourné à l'établi et j'ai récupéré un dernier élément, une enveloppe Manille remplie de documents. 6 juin, se trouvent des copies de tout ce que je viens de te présenter, accompagnées d'une chronologie méticuleusement détaillée de votre liaison clandestine, des déclarations sous serment de personnes qui ont été témoins de vos relations et une analyse financière complète détaillant les cadeaux que tu as offerts à Tracy et les logements que tu as financés. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout ça, a-t-il demandé. Je vais entamer une procédure de divorce lundi matin. Un divorce pour faute, invoquant l'adultère dans cette juridiction. Par conséquent, Tracy ne recevra rien. Pas de pension alimentaire, un règlement patrimonial minimal, et j'obtiendrai la garde exclusive d'Ellie. Tu es incapable de faire ça. Tu n'as pas suffisamment de preuves. Je possède plus de preuves qu'il n'en faut, mais ce n'est pas l'aspect le plus important. J'ai ouvert l'enveloppe et en ai extrait une simple feuille de papier. Ceci est une lettre du département d'éducation de l'État. Apparemment, il voit d'un mauvais œil les enseignants qui entretiennent des relations inappropriées, évoquant quelque chose qui a trait à la turpitude morale et à l'éthique professionnelle. Le visage de Michael s'est effondré. Tu mets ma carrière en danger. Tu as détruit mon mariage. Danny, je t'en prie. Je suis prêt à céder à toutes tes exigences. Je te dédommagerai. Je n'ai aucune convoitise pour votre argent, Michael. Mon seul désir est que vous compreniez la sensation de tout perdre à cause de l'égoïsme d'autrui. J'ai ramassé les dossiers et me suis dirigé vers la sortie. Attendez, m'a-t-il lancé. Que se passe-t-il maintenant? Je me suis arrêté et me suis retourné. Maintenant? Maintenant, vous avez l'opportunité d'expliquer à Tracy comment son ingénieux stratagème s'est désintégré. Vous devez l'informer que son mari, le mécanicien qui répare les automobiles, possédait la clairvoyance nécessaire pour vous surpasser tous les deux. Et ensuite? Par la suite, vous ferez vos bagages et vous quitterez cette ville. Car si je vous croise à nouveau près de ma femme ou de ma fille, nous aurons une autre conversation. Et lors de cette prochaine occasion, je ne serai pas aussi civilisé. Je l'ai laissé assis sur le sol en béton de l'entrepôt, enveloppé par les décombres de son arrogance. Je suis rentré chez moi à une allure tranquille, en choisissant le chemin le plus long à travers la ville. J'avais besoin de temps pour réfléchir à la suite des événements. L'affrontement avec Michael avait été gratifiant, mais ce n'était que le commencement. La voiture de Tracy était garée dans l'allée à mon arrivée. Je suis resté assis dans mon camion pendant un court instant, contemplant notre maison, celle que nous avions acquise quand Ellie avait 3 ans, la demeure où nous avions envisagé de vieillir ensemble. J'ai trouvé Tracy dans la cuisine, affairée à préparer le dîner. Elle a levé les yeux lorsque je suis entré, et quelque chose dans mon expression a dû lui servir d'avertissement. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé prudemment. « Intéressante. J'ai eu une conversation avec Michael Devon.
La cuillère en bois qu'elle tenait à la main est tombée par terre avec fracas. Danny, je peux m'expliquer. Il n'y a pas besoin. Il a déjà tout expliqué. Tracy s'est appuyée contre le comptoir, le visage pâle. Qu'est-ce qu'il t'a révélé? La vérité. Enfin. Je me suis dirigé nonchalamment vers la table de la cuisine et me suis assis sur ma chaise habituelle, celle qui fait face à la fenêtre offrant une vue sur notre jardin et la balançoire que j'avais construite pour Ellie quand elle avait 7 ans. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Danny, depuis combien de temps, Tracy? Elle s'est enroulée dans ses bras, comme si elle avait froid. 6 mois. Depuis que tu as commencé à travailler à l'école. Ce n'était pas prémédité. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste, Tracy. Vous avez tous les deux fait des choix délibérés. Je suis consciente que tu es furieux. Je ne suis plus furieux. J'étais furieux il y a 6 semaines, quand j'ai commencé à avoir des soupçons. J'étais enragé il y a 3 semaines, quand j'ai eu la confirmation. Mais maintenant? Maintenant, je suis juste fatigué. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai retiré les papiers de divorce que j'avais préparés auparavant et les ai placés sur la table de la cuisine entre nous. Je vais entamer une procédure de divorce. Adultère. Tu recevras le minimum permis par la loi, et j'aurai la garde exclusive d'Ellie. Tu es incapable de me l'enlever. Je ne te l'enlève pas. Tu l'as abandonné quand tu as décidé que Michael Devin était plus important que ta famille. Tracy s'est alors mise à pleurer, les sortes de sanglots mélodramatiques qui, autrefois, suscitaient en moi un désir de la réconforter. Maintenant, cela sonnait simplement creux. J'ai fait une erreur, a-t-elle déclaré. Je peux réparer ça. Certaines choses sont irréparables, Tracy. Certaines choses sont brisées au-delà de toute réparation. Ne dis pas de telles choses. Nous pouvons consulter un thérapeute. Nous pouvons surmonter ça. Il n'y a plus de nous. Tu t'en es assuré. La porte d'entrée s'est ouverte, et la voix d'Ellie a retenti, je suis rentré. Tracy a essuyé ses yeux à la hâte, essayant de se calmer. Nous ne pouvons pas lui dire. Pas encore. Nous ne lui disons rien. C'est toi qui le fais. Ellie est apparue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, son sac à dos jeté sur l'épaule, regardant de sa mère à moi avec une inquiétude croissante. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé. Tracy m'a regardé d'un air suppliant, mais je lui ai simplement rendu son regard. Assieds-toi, ma chérie, a finalement dit Tracy. Nous devons discuter. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un flou de conseils juridiques et de paperasse, de dialogues maladroits et de préparatifs minutieux. Michael Devon a présenté sa démission de Riverside et a quitté la ville sans dire au revoir à personne. Les rumeurs allaient bon train, mais la vérité était plus prosaïque que la plupart des gens ne l'imaginaient. Un mariage s'était terminé. Une famille s'était brisée. La vie continuait. Ellie a assimilé la nouvelle plus facilement que je ne l'avais prévu. Elle en voulait surtout à sa mère, mais elle avait aussi 15 ans et possédait la résilience inhérente aux adolescents. Elle a choisi de vivre avec moi, ce qui a surpris Tracy, mais ne m'a pas surpris. Ellie avait toujours eu la capacité de voir à travers les façades des gens. Je sentais que quelque chose n'allait pas, m'a-t-elle dit un soir alors que nous mangions des pizzas à emporter dans notre maison excessivement calme. Devon a commencé à me traiter différemment après que maman a commencé à travailler à l'école, comme si j'étais en quelque sorte spécial du simple fait d'être sa fille. Comment cela vous a-t-il fait vous sentir? Perplexe. Puis répugné, une fois que j'ai compris ce qui se passait réellement. Pourquoi ne m'en avez-vous pas informé? Ellie me regarda avec des yeux qui étaient soudainement bien plus matures que ses 15 ans. Parce que je savais que vous le déduiriez par vous-même. Vous le faites invariablement. Un jeudi soir de novembre, 3 mois après la confrontation à l'entrepôt, je travaillais tard dans mon garage quand Tracy apparut dans l'embrasure de la porte. Elle semblait changer au plus mince, plus vieille comme si le poids de ses choix s'était finalement abattu sur ses épaules. « Pouvons-nous converser » demanda-t-elle. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai fait un geste vers 2 vieilles chaises de jardin que je gardais dans un coin. J'ai réfléchi, dit-elle une fois que nous étions assises. À nous. À ce qui s'est passé. D'accord. Je souhaite que vous compreniez que je n'ai jamais eu l'intention que tout cela se produise. Michael a fait naître en moi une sensation d'être à nouveau vivante, comme si j'étais plus qu'une simple mère et une épouse. Tu as toujours été plus que cela, Tracy.
Tu ne m'as simplement jamais demandé de le voir. Je sais. Je le sais maintenant. Nous restâmes silencieuses pendant un moment, à écouter le bruit de la circulation dans la rue. Crois-tu que tu pourrais un jour me pardonner, demanda-t-elle finalement. J'y ai réfléchi sincèrement, comme elle le méritait. Peut-être, dis-je. Un jour. Mais le pardon n'équivaut pas à l'oubli, et il n'implique pas de revenir en arrière. Je sais. Le sais-tu vraiment? Parce que pendant 6 mois, tu m'as menti. Chaque jour, tu as menti à Ellie. Tu as fait naître en moi une sensation de perdre la raison, comme si j'imaginais des choses qui se trouvaient juste devant mes yeux. Je suis contrite. Je sais que tu le es. Mais la contrition ne répare pas cela, Tracy. La contrition ne me rend pas les nuits où je suis resté éveillé, à me demander ce que j'avais fait de mal. La contrition ne rend pas à Ellie sa confiance en sa mère. Tracy recommença à pleurer, mais doucement cette fois de véritables larmes, et non des larmes mélodramatiques. Je t'ai aimé, dis-je. Pendant 16 ans, je t'ai aimé plus que je ne croyais qu'il était possible d'aimer une autre personne. Mais l'amour est insuffisant quand il n'y a pas de respect. Et tu as cessé de me respecter bien avant ta rencontre avec Michael Devon. C'est faux. N'est-ce pas? Tu m'as qualifié de simple. Tu lui as dit que j'étais juste un mécanicien, comme si c'était une honte. Tu m'as rabaissé dans ton esprit, justifiant ainsi de me rabaisser dans ta vie. Je ne l'ai jamais voulu de cette façon. Peu importe ce que tu voulais, Tracy. Ce qui importe, c'est ce que tu as fait. Je me suis levé et j'ai déambulé jusqu'à mon établi, où je gardais une petite photo encadrée d'Ellie prise pour son 13e anniversaire. Elle riait de quelque chose hors champ, tout son visage illuminé de joie. Le plus odieux, dis-je sans me retourner, ce n'est pas que tu aies eu une liaison. C'est que tu aies impliqué notre fille. Tu as introduit ton aventure dans son école, dans sa relation avec son professeur. Tu l'as rendue complice de tes mensonges. Elle ne connaît pas les détails. Elle en connaît suffisamment. Elle sait que sa mère se souciait plus d'impressionner un autre homme que de protéger sa famille. Tracy resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle finit par parler, sa voix n'était qu'un murmure. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu apprends à vivre avec tes choix, et moi, j'apprends à élever notre fils sans toi, Danny. C'est un adieu, Tracy. Un véritable adieu. Les documents sont signés. La maison est vendue. Ellie et moi déménageons de l'autre côté de la ville le mois prochain. Tu peux lui rendre visite un week-end sur 2, exactement comme le juge l'a décrété. Je ne veux pas que cela se termine ainsi. Je me suis retourné pour lui faire face, contemplant la femme que j'avais épousée toutes ces années auparavant, la femme qui avait promis de m'aimer à travers tout ce que la vie pouvait nous lancer. Moi non plus, dis-je. Mais tu l'as décidé le jour où tu as estimé que Michael Devon valait plus que la vie que nous avions construite ensemble. Avec la grâce délibérée d'une personne bien plus âgée et accablée par l'arthrite, Tracy se leva. J'espère sincèrement que tu trouveras le bonheur, dit-elle, la voix teintée d'une mélancolie rêveuse. Plus important encore, j'espère que tu découvriras vraiment ce que signifie le bonheur. Elle se dirigea vers la porte du garage, s'arrêtant avant de l'atteindre, jetant un dernier regard par-dessus son épaule. Pour ce que ça vaut, avoua-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du ronronnement du réfrigérateur, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je sais, répondis-je, l'aveu pesant sur ma langue. C'est précisément ce qui rend tout cela si profondément triste. Après son départ, je suis resté assis dans mon garage pendant ce qui m'a semblé une éternité, enveloppé par mon assortiment d'outils et par l'odeur familière et réconfortante de l'huile de moteur, mêlée au goût métallique de l'acier. Dehors, le vent de novembre hurlait, faisant trembler les fenêtres dans leur cadre, tandis que, au loin, un chien solitaire aboyait, son cri plaintif résonnant dans le silence. Mes pensées ont dérivé vers l'homme que j'étais 6 mois plus tôt, confiant, naïf, et parfaitement satisfait des limites modestes de son existence. Puis, j'ai contemplé l'homme que j'étais devenu, plus aguerri, indéniablement endurci, et, bien que seul, certainement pas esseulé. Le lendemain, Ellie et moi devions commencer à emballer nos affaires en vue de notre déménagement. Ensemble, nous allions forger une nouvelle existence dans un nouveau lieu, juste nous deux. Bien que ce ne soit pas la vie que j'avais imaginée, elle serait, sans aucun doute, authentique. Elle serait réelle. Et cela, j'avais fini par comprendre, à travers une amère expérience, avait plus de valeur intrinsèque que tous les beaux mensonges, mais enfin de contes trompeurs, du monde.
Det tænker jeg. Tak, Kirknes. Oops, der er en giant. Med mig. Oops, der er en giant. Ej, så vinder Sema alle 10.000 point. Det er fandme sygt. Ja, insane. Jeg gad Hallo? I gider ikke hoppe, eller hvad? Nej. Så er vi her sgu igen. 3, 2, 1, nu. Ej, lige Det er simpelthen vildt med jer to. Ja. Okay, jeg husker at hoppe op på den. Ja, ja. 3, 2, 1, nu. Nice. 3, 2, 1, nu. Sådan. Godt så. Super. Missede den her en. Lal. Argab Karl vinder alle 10 lapper her en. Øj, okay, vi køber instant. Ja. Okay, men så kører vi ikke instant her, eller hvad? Vi kører instant på den anden, men her, der gør vi ikke. Jamen, det er fint. Det kan jeg godt se. Det giver jo super god mening, altså. Jamen, jeg kan ikke få fat i Liva her. Ja, nu går jeg ned, altså. Nå, men vi skal ikke bare køre instant her, eller hvordan? Vi kan jo Skal ikke bare køre hoppe. når vi står stille for helvede. Skal vi bare hoppe, eller hvad? Så tæl. 3, 2, 1 nu. Nice. Ja, og så hopper vi altså bare videre her. Jamen, altså, jeg kan sgu ikke, men der er ingen død kommunikation på det hold her. Jamen, jeg er færdig. Og alligevel er vi bedre end mit tidligere hold. Jeg glæder mig til at smile og skade det ikke. Jeg ved ikke. Jo, det gør du. Det gør jeg sgu ikke. Jo, det gør du. Er I med, eller hvad? Okay, jamen, så lad os hoppe. Ja, det sker kun, når mod er forsinket, hvad? Hvad vil du med Jeg herovre? tager mine hænder. Jeg skal lige tørre mine hænder. Jamen, så gør jeg lige det samme. Jeg gør det samme. Det skal jeg også gerne lige. Okay, Ja. Er I klar? Ja. Jeg har købt et rødt løg. Nice, send en video af, du spiser det, Sings. Jeg har stadig 4 tilbage. 500 kroner, jeg spiser et løg mere. Kan jeg ikke bare spise en Big Arch på video egentlig? En hvad? Big Arch? Hvad fanden er det? En burger. Eller burger på Mac'en. Burger på mængden? Nå. Jeg kan så ikke huske, hvad det er fra. Hvad er det for et collab? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Er det et collab? Ja, det tror jeg. Hvad fuck er det? Den har jeg under. Men, ja. Big Arch lige nu. Var det ikke op til højre her? Op. Ja. Og så er det lige over? Ja, det var det. Det tror jeg. Ja. Og så udenom hullet, ikke, og vinder. Ja, siger du. Det var sgu dig, der lavede den. Det er sgu imponerende. Det er faktisk en god burger, det nægter jeg simpelthen at tro på. Det tror jeg sgu ikke på. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, hop. Nice. Ja. Kom igen, Albert. Ej, Hvad? okay. Ingen spørgsmål. Jeg er vild med den. Mener du det? Jeg vil hellere æde smiller. Nu skal vi lige afstemme her. Ja, sådan der. Yes. Og så husk at trykke ud af. Ja. Okay. Er I klar? Ja. 3, 2, 1, nu. Det virker ikke specielt smooth, det her. Hvad fanden sker der? Det var stadig, det var godt nok. Det var det var første gang. Og det er her, vi lander ved siden af, ikke? Ja. Jo. Yes. Så 1, 2, 3, hop. Nice. 1, 2, 3, hop. Det lyder som om man æder et æble. Hvad? Når man hopper, så siger det sådan Minecraft æble. Ja, sorry, jeg var ikke lige klar der. Nej, det kan jeg godt fornemme. Vi hopper bare. Det lyder som, man æder et æble, når man hopper. Jamen, ja, på trampolinen, din nar. Hold da op, Hvor stor er det nu, tonen. Martin? Ja, okay. Jeg har sgu ikke smagt den der burger. Er der i den? Jeg ved det ikke. Burger ting. Burger ting.
Der måske Ej, der please. være et eller andet i.